Donc aujourd'hui, on voit le principe des formulaires, mais juste avant ça, on va juste aller voir un petit à côté, okay, qui est les fragments. Donc, plus on avance, plus on essaye de faire des choses, puis plus il faut quand même savoir c'est quoi les limitations qui existent dans React. Donc, on avait parlé du principe de components avec des functional components. Le principe qu'on a une fonction qui retourne du JSX, puis à l'intérieur de cette fonction-là, le seul paramètre d'entrée, c'était des props qui étaient capables de recevoir des informations, puis qu'on était capable d'utiliser par la suite. Ça, c'est des choses qu'on sait. La chose qu'il faut savoir aussi comme requis additionnel, c'est que quand on retourne le JSX, on a le droit de retourner une seule balise principale. Okay? Donc, juste un élément qui a un début puis une fin. J'ai le droit, évidemment, à l'intérieur de cet élément-là, d'avoir des sous-éléments, okay? D'avoir des enfants. Fait que je peux commencer avec quelque chose, puis un UL, puis avoir mes LI à l'intérieur, c'est pas un problème. Mais des fois, souvent, parfois, on voudrait être capable d'avoir une liste d'éléments, okay? Tout de suite, un après l'autre. Pour être capable de faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des fragments de JSX. Fait que le principe de fragment, c'est juste comme une balise fictive, OK, qui va nous permettre d'avoir une seule balise au top, mais à l'intérieur, plusieurs sous-éléments, plusieurs sous-components de React. Donc, encore une fois, ici, c'est juste pour répondre aux requis de React qui nous demande que quand on a un function component, on est obligé de se ressortir juste une balise. Ben ici, je veux en avoir juste une après l'autre, puis que j'ai pas vraiment d'élément HTML à mettre comme étant un élément principal. Je peux mettre une balise fictive qui s'appelle un fragment en React, qui va me permettre de faire ça. Donc, on a ici la balise qui s'appelle react.fragment, mais ça, vous ne verrez pas ça souvent parce qu'on a une syntaxe abrégée qui nous demande d'avoir tout simplement les deux plus petits, plus grands, puis le plus petit slash plus grand. Donc, c'est comme une balise vide. Ben, avec cette balise vide-là, ça nous permet d'avoir des enfants qui sont un à côté de l'autre à l'intérieur d'une balise qui ne générera aucun HTML derrière. Donc, si vous êtes arrivé sur ce problème-là, ou quand vous allez arriver sur ce problème-là, pensez que en React, quand on a un function component, on a juste le droit d'avoir un élément principal. Puis si cet élément principal-là, on voudrait que ça soit comme plusieurs, ben tu peux l'englober dans un fragment. Puis on n'aura pas de problème avec ça. Parfait. Fait que parlons de formulaire. Donc, quand on travaille avec les formulaires, c'est le principe d'avoir un formulaire HTML, OK? Puis, à l'intérieur du formulaire HTML, on a le droit d'avoir un paquet d'éléments, OK? Où c'est qu'on peut rentrer des informations, cliquer, OK? Puis avoir qu'est-ce qu'on a besoin comme on veut. Donc, ça ici, c'est du pur HTML, là. On pourrait mettre ça dans une page HTML, puis ça ferait des choses. Puis, quand on clique sur le bouton, ben ça l'appellerait notre submit. Là, la problématique, c'est que le formulaire en HTML a une gestion de l'état. Hein, parce que lui, quand il clique sur le bouton, il va aller chercher les différentes valeurs qu'il y a à l'intérieur, puis il va packeter ça, puis il va comme envoyer ça quelque part sur une page web. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez fait dans vos cours précédents avec le PHP et ainsi de suite. Là, ici, avec les applications de React, la dynamique change de deux manières. Premièrement, la gestion des informations, la gestion des états, ben, l'application React est capable de le faire. Hein. On a vu les hooks, le useState qu'on a utilisé au dernier cours. On est capable nous-mêmes de gérer la gestion de l'état. Deuxième affaire, c'est que quand on clique sur le submit,
habituellement, ça s'en va sur une page web externe, que là, ça fait le traitement, là, ça nous renvoie une nouvelle page, ça rafraîchit les choses. En React, avec le fait que tout est dynamique, le fait qu'on a des états, on peut changer les éléments, tout est beau, j'ai pas vraiment besoin de sortir de la page. Hein? Fait que souvent, avec un formulaire, je vais vouloir avoir le formulaire, mais quand je vais cliquer sur le piton, je veux pas vraiment sortir de la page. Je veux juste traiter les informations pour pouvoir gérer ça manuellement à l'intérieur de la page. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand on travaille avec des formulaires, en gros, on va essayer de désactiver le formulaire le plus possible pour être capable de faire la gestion nous-mêmes des éléments. Donc, si on regarde, OK, on va ouvrir nos petites affaires, on a notre application, où c'est qu'on a tous nos éléments. On va se créer un nouveau component qu'on va appeler myForm, mettons. Et puis là, on va excellent. Ici, on a le useState, fait qu'il faut importer ça aussi. Excellent. Fait qu'on va regarder ce que ça donne. On va juste voir qu'est-ce qui est écrit avec tout ça quand on rajoute ça. On va enlever ça ici pour l'instant. Puis on va venir mettre... Ici, je peux-tu... Ouais, tiens. Ah, fait qu'ici, en passant, on peut voir que des fois, des choses intéressantes avec WebStorm. Hein, on peut, une fois que je l'ai ici, il était comme « Hey, myForm, je sais pas c'est quoi. » Dans les actions possibles, lui, il est capable de voir que j'ai un fichier qui s'appelle myForm, puis qu'à l'intérieur, OK, il y a un formulaire. Fait que je peux directement l'importer de mon formulaire, puis ça me permet de facilement gérer. Qu'est-ce qui se passe? On va partir de notre petite application, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Et voilà. OK. Pouip. Fait qu'on a ici, OK, un formulaire avec, si on regarde, qu'est-ce qui se passait dans ce formulaire-là. Fait que je peux voir ici que j'ai mon formulaire, OK, j'ai un label, OK, un input de texte, puis un input de type submit avec donc le bouton submit. Fait que voyons voir qu'est-ce que nous, on veut faire quand on travaille avec ça en React pour être capable de faire la gestion, une gestion saine à l'intérieur de tout ce qu'on est en train de gérer. Fait que, premièrement, on voit que les différentes valeurs possibles vont être gérées avec des outils de React. Okay? Donc, j'ai un input box. Okay? Le input box, quand je vais vouloir y afficher quelque chose ou quand je vais vouloir modifier les éléments, je veux que toutes ces transactions-là soient répercutées dans mon application puis dans ma gestion des éléments de React. Donc, je veux faire en sorte que quand je touche à cette boîte-là, que mon application de React soit conscient de ce qui s'est passé, puis qu'il soit à jour par rapport à qu'est-ce qu'on a fait. Donc, j'ai ici l'utilisation du useState, okay? Donc de mes états de React,
que je vais utiliser pour faire la gestion de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. Fait que, on avait vu le useState, ok, on a un état initial vide d'une chaîne de caractères. Ça nous donne deux éléments. Un qui est la valeur elle-même que je vais pouvoir utiliser en lecture seule et une méthode de modification, une méthode mutatrice, un set que je peux invoquer pour changer la valeur. Fait que le principe, c'est je veux toujours avoir qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de ça. Fait que si je regarde le input, on a ici, bon, le type texte qui fait en sorte que c'est une boîte de dialogue, mais je peux voir que la valeur qui va être affichée dans ce input-là, ça va toujours être la valeur que moi j'ai sauvegardée. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Ben, si j'ai d'autres éléments qui vont toucher à ce champ-là. Okay? Donc là, c'est facile parce que j'ai juste un texte puis juste un bouton. Mais admettons que j'avais un Python clear ou un Python qui un Python qui me permet de autofill, okay, de remplir automatiquement les différents éléments par rapport à une adresse, par rapport à un code postal ou des choses comme ça. C'est toujours important de prendre notre input de notre formulaire puis de le lier à nos données, à notre logique de React. Donc, je dis que la valeur qui va être affichée dans le input form, ça va être toujours qu'est-ce que moi j'ai comme valeur dans mon état de React. Deuxième élément important, ici, on va mettre ça ici pour que ça fit. Donc, deuxième élément important, on a le onChange. Donc, la fonction qui va être appelée quand on va avoir une modification quelconque de ce contrôle-là, de ce input-là. Donc là, ici, j'ai mon handleChange que j'ai créé. Donc, on avait vu dans la gestion des événements comment ça marchait cette affaire-là. Donc, le onChange va prendre la référence d'une fonction, donc juste le nom de la fonction en tant qu'évaluation, fait que entre accolades. Puis, cette fonction-là, c'est une fonction de JavaScript qui reçoit un event qui va avoir à l'intérieur les différentes informations de cette modification-là. Donc, quand je suis en train de travailler avec du texte, c'est le target value qui est un indicateur de quel est le texte qui est géré avec. Fait que avec ça, ça fait en sorte que quand je change le texte, OK, si je vais voir dans mon inspecteur, puis je m'en vais voir mes components de React, je peux voir que quand je change le texte, on a ici le state de React, okay, qui est conscient de cette modification-là, puis qui est donc capable de l'utiliser, de l'importer, de le gérer à l'intérieur de son application. Donc, quand on travaille avec des formulaires en React, on va toujours vouloir faire la gestion de l'information à l'intérieur de notre application React, à l'intérieur de nos concepts React. Donc, habituellement, avec un hook useState. Fait que ça, c'est notre premier élément important quand on travaille avec les différents contrôles. Ça va être à nous de faire la gestion des informations de ce contrôle-là. Deuxième élément important quand on travaille avec les formulaires, ça va être la gestion du submit. Okay? Parce que par défaut, les formulaires en HTML, leur but, c'est que quand tu as fini avec ton formulaire, ça prend toutes les informations, ça les compacte dans une belle boîte, puis ça envoie ça, okay, dans une requête post quelconque sur un site web. Bien, sur un serveur web. Souvent, nous autres, dans des applications React, on va vouloir garder le contrôle de la page. Okay? Donc, on ne veut pas sortir puis on ne veut pas aller à une autre page parce qu'on est maintenant capable de faire tout dynamiquement. Fait qu'il va falloir être capable de gérer le fait que quand je clique sur le submit, ben moi, je veux faire des actions, oui, mais je ne veux pas aller dans une autre page. Okay? Donc, je ne veux pas attendre une réponse quelconque. Parce que, encore une fois, c'est à cause des
du fonctionnement initial des formulaires en HTML qui nous dictait que quand tu as un formulaire, tu cliques sur Submit, puis tu envoies une page, puis tu attends une nouvelle page comme réponse. Nous autres, on veut se décaler de ça. Fait qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dans le formulaire lui-même, OK, la méthode onSubmit. OK, donc, il me permet de faire la gestion de l'événement, de qu'est-ce qui arrive quand je clique sur le Submit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de celui-là. Donc, encore une fois, c'est une fonction qui est dictée par les librairies JavaScript pures. C'est pas dans React. C'est un appel de fonction qui est dicté dans la documentation du web par défaut, là. Donc, je reçois un paramètre qui est l'événement. Puis, nous, ce qu'on va vouloir faire, majoritairement, quand on reçoit le submit, c'est de faire le prevent default, comme on avait vu au dernier cours. Donc, le prevent default, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est que ça cause, ça l'empêche les actions habituelles de cet événement-là. Donc, dans ce cas-ci, de packager les informations, puis de faire une requête externe sur un site web externe. Nous autres, on veut garder le contrôle de notre application, fait qu'on a toujours ça à l'intérieur du form submit. Ensuite, bon, fait que là, si on le teste, hein, on peut voir ici que je peux utiliser les éléments que j'ai dans mes states de React, puis ça va être capable de faire notre gestion derrière. Excellent. J'ai une question, Hugo. Oui. Lorsqu'on faisait les formes avec PHP, bon, qu'est-ce qui causait en fait le rafraîchissement? Tu sais, c'est qu'on faisait comme une nouvelle requête, un nouveau site. Donc, ça se faisait rediriger. Exact. Mais dans le cas de ça, est-ce que dans le fond, c'est juste... comment est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est juste... est-ce que React a comme créé un script sur JavaScript dans le browser qui gère ça? Ou... Ben, c'est ça ici. C'est le fait de dire, bon, quand tu fais le onSubmit, tu fais cette méthode-là, OK? Puis dans cette méthode-là, le fait d'appeler ça ici, ça casse le mécanisme traditionnel d'envoyer une requête à un serveur. Fait que dans notre cas ici, quand je clique sur Submit, il n'y a pas de requête à un serveur externe qui se fait. Est-ce que c'était ça ta question? Je vais être certain de bien... Ouais, mais c'est ça, je me demande, ou peut-être que dans le background, ça fait des HTTP requests, là, ou ben, non, c'est ça. Il n'y en a pas pantoute qui se fait en ce moment. On l'empêche de faire ça avec le prevent default. Puis, en gros, nous autres, on dit que moi, je prends le contrôle de qu'est-ce qui va se passer dans cette page-là. Ultimement, ça va être utile de quand même parler à un serveur pour pouvoir comme faire des transactions, comme, mettons, valider un login ou envoyer des informations à une base de données. Mais on va voir que on va être capable de faire ça de manière asynchrone plutôt que d'avoir une page puis qu'on attend la réponse de la requête. On peut le faire d'une manière aussi que la page web n'attend pas la réponse pour continuer à afficher des choses ou continuer à travailler. Fait qu'ici, le principe fondamental, c'est que d'envoyer une requête puis d'attendre la réponse du serveur, c'est long et plate. C'est plus comme ça qu'on fait. Est-ce que tu as d'autres questionnements par rapport à ça ou c'est clair? Ça va, ça va. Excellent. Parfait. Donc, c'est après ça le même principe pour tous les autres différents contrôles. OK, donc si j'ai un text area, ben, le text area va avoir son value puis son onChange qui va le tester. Si j'ai le select, cela il est intéressant. On a les différentes valeurs. On va aller le regarder un petit peu plus en détail, celui-là. Et on va se faire... Excellent.
faire. On va aussi avoir notre useState. Excellent. Puis ensuite, on va export. Puis lui l'appeler flavor. On va aller voir celui-là, qu'est-ce que ça donne. On sauvegarde ça. On s'en va voir ça. Et voilà. On va remettre ça comme il faut. Est-ce qu'il y a d'autres éléments bizarres qui n'ont pas bien copié? Non, ça va bien. Excellent. Donc, on a ici un deuxième formulaire. Puis le formulaire va avoir à l'intérieur un select. OK? Donc le select, c'est une liste d'éléments initiales. Ça va bien. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans celui-là? C'est que on peut sélectionner un des éléments de la liste. OK? Puis chacun des éléments de la liste a une description par la suite. Fait que quand on va changer la valeur de l'élément, il va falloir faire attention de bien gérer ça dans le select. Donc ici, si on regarde nos différents components, on a encore le même principe du useState, même principe du handleChange, même principe du handleSubmit. Mais ici, quand on va faire nos différentes options, ça va être important de bien nommer les différentes options. Parce que quand on va faire le handleChange, le value qui va être utilisé, ça va être le value de l'option. OK, donc ici, je pourrais les numéroter au pire. Juste pour démontrer le principe qui va avec. Puis, je peux voir ici que mon state, c'est 3. Quand je le change, je peux voir que mon state change avec. Puis, quand je clique sur le Submit, je peux voir que la valeur courante, c'est le 1 à l'intérieur. Donc, toujours le même principe de prendre qu'est-ce qui est quelque chose de modifiable dans notre application, puis d'essayer de l'élever pour être capable de faire la gestion au niveau de React. Après ça, c'est comme de... OK, c'est pas le bon mot, là, mais parce qu'on a déjà des hooks en React, là, mais d'être capable de s'accrocher à toutes les versions possibles de modification puis de gestion des données de notre formulaire. Fait qu'on dit, c'est moi qui va dicter c'est quoi la valeur qu'il y a dedans avec la valeur de mon state. Puis quand il y a quelque chose qui change, c'est moi qui va savoir qu'est-ce qui se passe avec mon set value. Donc, c'est ça le principe fondamental des différents formulaire en React. En fait, on essaye d'enlever tout le pouvoir possible au formulaire, puis de se le donner à nous autres à la place. Ça fait en sorte que les formulaires, c'est en fait la chose qui va causer le plus de boilerplate à l'intérieur de React, parce que on essaye de hijacker la manière que c'est utilisé normalement à chaque fois. Donc, il y a des librairies qui existent pour être capable de faire des formulaires plus en React. Donc, ici, il y en a une sur le lien du cours. Je vais aussi remettre le lien du cours et être certain que si vous voulez vous y retrouver. Formu. Donc, le lien avec les formulaires avec les hooks de ce matin. Donc, ça ici, il va avoir les... en gros, ça, c'est une librairie qui va nous permettre de... si on regarde un petit peu le code, donne-moi du code.
OK, donc une librairie. Habituellement, les librairies de React, ben, ça va être des components que tu vas pouvoir utiliser à la place. Fait que le principe, c'est je suis capable de partir mon élément puis de dire voici les informations que j'ai besoin d'avoir. Puis après ça, quand je crée mon formulaire à l'intérieur de cette librairie-là, lui va faire toutes les modifications automatiquement. Comme ça, tu n'auras pas besoin de gérer toute la minutie, tous les détails, de t'assurer que tu fais le unsubmit pour chacun, le unchange pour chacun. Tous ces éléments-là vont automatiquement être gérés ici dans la configuration initiale. Donc, pour faire des petits formulaires, okay, avec un ou deux contrôles, c'est correct, tu peux rester juste en pur React puis faire la gestion toi-même. Mais quand tu commences à avoir des formulaires pour des applications complètes, là, fait que nom, prénom, adresse courriel, adresse, numéro de carte de crédit, les différents items que tu vas avoir, ben, tu veux habituellement essayer d'aller chercher une librairie externe pour ne pas avoir à écrire un paquet de code pour rien. Parfait. Fait qu'on va commencer à parler du devoir d'aujourd'hui, donc du petit travail d'aujourd'hui, pour être capable de créer une application en React avec des formulaires, puis avoir aussi le principe de lifting state up. Fait que je vais travail d'aujourd'hui. On va paster ça ici. Donc, un petit lien vers ça. Juste m'assurer que c'est fonctionnel en même temps. Parfait. Ici, ouais. Parfait. Donc, notre application d'aujourd'hui, on va répondre à une question extrêmement importante. Si on regarde, je l'avais tantôt là, hey, avec un GIF. Donc, on veut être capable de faire la gestion de c'est qui ton Pokémon de départ. First Gen only, ok? Digne de 1999. Donc, le principe ici, c'est qu'on a un contrôle, ok? Qui va être un select, qui va avoir 3 options. Puis, quand je change l'option, je veux avoir ici l'image qui va changer. Donc, pour vous aider, okay, j'ai déjà fourni les images. Donc, si vous allez dans le dossier de public, vous allez voir qu'il y a déjà les images des différents starter Pokémon qui sont déjà disponibles. Donc, pas besoin d'aller les chercher, ils sont déjà là, mais sont dans le dossier public. Donc, faire attention, ils sont dans le dossier public. Puis après ça, qu'est-ce qui va être important de regarder? C'est les requis techniques. Donc, ce qu'on veut avoir ici, c'est 2 différents components, okay, qui ne peuvent pas être imbriqués l'un dans l'autre. Donc, quand je regarde ma fenêtre ici, donc je prends un petit screenshot de ça pour bien comprendre. Ce qu'on dit, c'est que j'ai un component qui va être ça ici, puis un component qui va être celui-là ici. OK? À l'intérieur de mon app. Fait que ici, j'ai la app. À l'intérieur du app, je vais avoir, OK, le picker. Puis, je vais avoir le shower. OK, donc, j'ai mon app. J'ai 2 components qui sont à l'intérieur, puis les 2 ne se connaissent pas. OK? Donc, le principe de ça, c'est que les 2
éléments, va falloir qu'ils soient capables de communiquer ensemble. Fait que pour être capable de communiquer ensemble, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable d'aller prendre l'information, de l'envoyer dans mon app, puis une fois que c'est dans mon app, d'être capable de l'envoyer à mon deuxième component. OK? Fait que ici, le principe, c'est que l'état courant de l'élément choisi va falloir que ça soit au niveau de mon app. Parce que le picker, okay, va être capable d'envoyer de l'information au state du app, puis de ce state-là, je vais être capable de le renvoyer à mon shower qui va me montrer quel Pokémon j'ai choisi. Donc, pour être capable de faire ça, le principe, c'est, si on va voir ici, un peu la version finale de ça. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle lifter le state, donc mettre le state au-dessus à un niveau plus haut niveau. Donc, les différents éléments n'auront pas la création du state à l'intérieur d'eux. Ça va être le app qui va avoir la création du state. Puis, il va falloir envoyer les bonnes méthodes à nos différents composants. Fait que si notre élément principal va avoir la création de nos states, puis je peux envoyer soit la valeur directe en read-only, ou je peux aussi envoyer une fonction en tant que prop. Donc, il ne faut pas avoir peur quand j'utilise les props. Je peux soit envoyer des valeurs, mais je peux aussi envoyer des fonctions. Parce qu'on a vu que des fonctions, ça rentre dans des variables en JavaScript, c'est pas un problème. Fait que si, admettons, tu veux modifier par rapport à qu'est-ce qu'on a fait ici, si tu veux modifier des informations, ben lui, il va falloir qu'il aille un set Pokémon qu'il reçoit dans le picker. Puis, lui, il va avoir le Pokémon courant qu'il va recevoir dans le shower. Puis ces deux-là, ça va être la gestion du state que j'ai créé au niveau de mon application principale. Fait que la prémisse du problème avec les formulaires est quand même assez facile. Fait que le principe de juste mettre le select, c'est pas si pire. Là, ici, la difficulté est plus au niveau de l'architecture du programme. Comment je fais en sorte d'avoir deux components séparés, mais qui sont capables de communiquer à travers un component commun qui va être l'app dans notre cas. Excellent. Fait que aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à voir. Vous allez voir, l'exercice peut donner un peu de fil à retordre. Fait que, comme d'habitude, je vous laisse du temps pour travailler là-dessus. Si vous ne réussissez pas à terminer à l'intérieur de la période, la première heure de la prochaine période est utilisée pour le débogage. Donc, même si vous n'avez rien fait, vous pouvez arriver, on le construit ensemble, c'est pas un problème. Je veux juste m'assurer que tout le monde ait une compréhension complète. Au prochain cours, on va être capable de voir les principes de liste d'éléments en React, puis les principes de affichage conditionnel. Avec ça, on va avoir vu la liste de tous les concepts fondamentaux de React, puis on va être capable de s'attaquer à un projet neuf de toutes pièces.